Imaginez, un mois d'automne durant la Grande Guerre patriotique. Le gel est si intense que l'acier se brise comme du verre et que la peau se soude instantanément au blindage. Un char, 3 frères et l'ordre de tenir à tout prix. Ils ont transformé leur machine en forteresse, mais que s'est-il passé à l'intérieur une fois les obus épuisés? Des hallucinations terrifiantes dues à la faim et au froid, où les frères voyaient les morts comme s'ils étaient vivants. Un corps à corps sur le blindage avec l'ennemi, où les poings scellaient le destin. Et à la fin, ce moment stupéfiant où le char s'anime sans carburant pour écraser l'adversaire. Mais le secret le plus effrayant reste celui-ci. Comment ont-ils survécu dans ce cercueil de glace, alors que leur corps se dévorait lui-même? Regardez jusqu'au bout, la révélation bouleversera votre conception de la volonté humaine. Novembre 1941. Direction Volokolamsk. L'air ici n'est pas simplement froid, il est solide. À moins 30 degrés Celsius, la physique change ses lois. L'acier du blindage devient fragile comme du verre trop cuit, et la peau humaine, au moindre contact avec le métal, s'y colle irrémédiablement. La graisse dans la culasse du canon s'épaissit, se transformant en un gel visqueux qu'il faut réchauffer avec son souffle et ses doigts pour que le mécanisme ne s'enraye pas à la seconde du tir. Dans ce silence blanc, où l'horizon se fond avec le ciel en un voile gris uniforme, se dressent 47 tonnes de ferraille gelée. Un char lourd, KV-1. Le régiment est parti. Les colonnes de camions, moteurs hurlants, ont disparu dans la poudrerie il y a 1 heure déjà. L'ordre était bref, comme un coup de feu. Tenir la route. Couvrir la retraite des forces principales. Gagner du temps. Personne n'a précisé combien de temps il fallait gagner. 1 heure, une journée, l'éternité. Le commandant du régiment a simplement regardé le sergent-chef dans les yeux et a fait un signe de tête vers l'unique route, enserrée par la forêt et les marais. Ce goulot d'étranglement est la seule artère par laquelle les unités motorisées allemandes peuvent développer leur offensive. Désormais, il y a un bouchon. Et ce bouchon, c'est un seul char. Le moteur diesel tourne au ralenti. Sa vibration se transmet au plancher, au siège, aux os de l'équipage. C'est le seul cœur qui bat à des kilomètres à la ronde. Si le diesel cale, en 20 minutes, la température à l'intérieur du compartiment de combat s'égalisera avec celle de l'extérieur. Et alors, le char se transformera en fosse commune, en crypte glacée, avant même le premier impact d'un obus ennemi. À l'intérieur de la tourelle, c'est étroit. L'odeur du gazole, des résidus de poudre et des corps sales crée une atmosphère épaisse, palpable. L'équipage compte 3 hommes, 3 frères. Ce n'est ni une métaphore, ni une légende du front. L'aîné est le chef de char, le cadet est le tireur. Le benjamin est le conducteur mécanicien. En temps normal, ce serait une violation du règlement. Mais aujourd'hui, alors que les hommes tombent plus vite que l'on imprime les avis de décès, le règlement s'efface devant la logique de la survie. Les frères fonctionnent comme un organisme unique. Ils n'ont pas besoin de longs ordres. Ils n'ont pas besoin de radio à l'intérieur de la machine. Ils ressentent la peur et la détermination de l'autre par le contact d'une épaule, par le rythme de la respiration dans les casques. « Vassia, surveille la température !» La voix de l'aîné dans l'interphone est sèche, sans intonation. Le grésillement de la membrane déforme le son, le rendant mécanique. « Normal », réponse brève d'en bas, depuis la trappe du conducteur. « Je maintiens 60. Si on coupe, on ne redémarrera jamais. » L'huile est comme du goudron. L'aîné regarde dans l'épiscope. La visibilité est nulle. Le blizzard soulève la neige, masquant les points de repère. La forêt, à gauche et à droite, se dresse comme un mur noir. La route devant eux est vide, mais ce vide est trompeur. Il pèse sur les oreilles.
Le silence à la guerre est plus effrayant que la canonnade. Quand on tire, tu sais où est la mort. Quand c'est calme, la mort est partout. Il déplace son regard vers la culasse du canon. 76 mm. C'est leur seul argument dans la dispute à venir. Munitions, 90 obus. Explosifs à fragmentation, perforants. Chaque obus pèse plus de 6 kg. Il n'y a pas de chargeur, c'est le commandant qui remplit cette fonction. Cela signifie qu'au combat, il devra se contorsionner, observer, commander et jeter les lourdes douilles dans la gueule de la culasse, s'écorchant les doigts jusqu'au sang sur les attaches métalliques. « Andreï, l'horizon est clair ?» demande l'aîné, vérifiant le tireur. « Clair », répond le cadet. L'optique s'embue. Il faut frotter avec un chiffon toutes les 2 minutes. Si on avait de l'alcool... L'alcool, c'est pour le réservoir, si ça chauffe. Protège tes yeux. Si tu vois du mouvement, n'attends pas l'ordre. Ici, il n'y a pas d'amis. Ils comprennent qu'ils sont seuls. Il n'y aura pas d'aide. Pas de soutien d'artillerie. Pas de couverture d'infanterie. Leur tâche est de devenir une arête dans la gorge de la Wehrmacht. Une mission suicidaire selon toutes les normes tactiques. Un seul char contre un groupe blindé à l'offensive, c'est une erreur statistique. Mais le KV-1 a un avantage que les machines allemandes n'ont pas. Le blindage. 75 mm d'acier laminé sur la face avant de la coque. Les Panzer III et IV allemands, avec leurs canons, ne peuvent pas percer ce bouclier à une distance de plus de 500 mètres. L'équipage soviétique le sait. Ce savoir réchauffe mieux que les manteaux en peau de mouton. Mais ils savent aussi que les chenilles sont leurs talons d'Achille. Un obus chanceux dans un maillon, et le fort mobile deviendra une cible immobile. Le Benjamin, en bas, dans le compartiment de conduite, pose ses mains sur les leviers. Le métal est gelé à cœur. Le froid traverse même les épaisses moufles. Ses jambes sur les pédales sont engourdies. Il ne peut pas se lever pour s'étirer. Son poste de travail est une capsule coincée entre le blindage, les réservoirs et la transmission. Il sent le char avec son dos. Chaque détonation dans les cylindres, chaque grincement dans la boîte de vitesse. S'il se trompe, s'il tire un levier trop brusquement sur la glace, les 47 tonnes partiront en dérapage et glisseront dans le fossé. Et alors le combat finira avant d'avoir commencé. « Les gars !» La voix de l'aîné se fait plus basse. « Écoutez le plan de bataille. Secteur de tir, droit devant. Repère, le boulot cassé. Distance d'ouverture du feu, 300 mètres. Ne laissez pas approcher plus près. »« Compris », répond le tireur. Le volant de rotation de la tourelle cliquette. Le canon, avec le bourdonnement laborieux de la commande électrique, tourne lentement vers la forêt qui noircit. « Mécano, demi-tour sur place seulement sur ordre. Garde le nez droit, n'expose pas les flancs. Reçu !» À l'intérieur du char, il n'y a pas de place pour l'héroïsme au sens littéraire. Il n'y a pas de belles poses, ni de discours grandiloquents. Il n'y a que du fonctionnel. Chacun d'eux s'est transformé en pièce de la machine. Le tireur est l'œil et le cerveau du viseur. Le mécanicien est les muscles du train de roulement. Le commandant est la volonté et la coordination. Ils ont rejeté tout le superflu, les souvenirs de la maison, la peur de la mort, l'espoir d'un miracle. Il ne reste que la physiologie nue et la nécessité tactique. Le froid pénètre sous les vêtements, cherche les brèches dans la défense du corps. Les orteils commencent à s'engourdir. C'est le premier signe. Il faut les bouger constamment, sinon les gelures surviendront sans prévenir. Le sang s'épaissit, le cerveau commence à travailler plus lentement, économisant l'énergie. L'organisme passe en mode hibernation, mais il leur est interdit de dormir. Dormir maintenant équivaut à mourir. Les yeux brûlent de tension. En scrutant de troubles blancs derrière l'épiscope,
on peut voir ce qui n'existe pas. Des ombres, des éclairs, du mouvement. Les hallucinations dues à la fatigue et à la privation sensorielle sont des invitées fréquentes lors des embuscades. Mouvement. La voix du frère cadet tranche le silence, aussi sec qu'un coup de fouet. Repère 2, sorti de la lisière. L'aîné se colle à un instrument d'observation. Le cœur frappe lourdement dans les côtes. L'adrénaline se déverse dans le sang, brûlant instantanément la torpeur et le froid. Les pupilles se dilatent. Sur le fond de neige blanche apparaissent des boîtes grises. 1, 2, 3. Elles avancent avec assurance, insolemment, sans s'attendre à une résistance. Le véhicule de tête est un char moyen allemand Panzer III. Derrière lui, des transports de troupes blindés. L'infanterie est assise sur le blindage, emmitouflée dans des manteaux, ne se doutant pas qu'elle est déjà dans le viseur. La distance diminue. 500 mètres. 400. La main du tireur repose sur le volant de pointage vertical. La respiration est retenue. Le réticule du viseur capture le centre du blindage frontal du char allemand. Perforant, chuchote l'aîné en engageant l'obus. La culasse claque, enfermant la mort dans la chambre. Feu à volonté! Ce claquement de culasse est devenu le point de non-retour. Le monde s'est rétréci à un étroit secteur de tir. Le temps s'est étiré. Les secondes se sont transformées en heures. Maintenant, le travail commence. Un travail lourd, sale, sanglant de destruction de la matière. L'équipage s'est figé. Les 3 frères sont devenus d'acier. Le KV-1 s'est figé dans la congère, fusionné avec le paysage, prêt à déverser sa rage accumulée. Il ne reste qu'un battement de cœur à attendre. Le coup de feu déchire le silence ouaté de la forêt, comme un coup de marteau sur de la tôle. 76 mm d'acier et d'explosifs quittent le canon à une vitesse de plus de 600 mètres par seconde. Le recul du canon F-32 pousse les 47 tonnes de masse vers l'arrière, balançant le char sur sa suspension comme un bateau sur la vague. À l'intérieur du compartiment de combat, on n'entend pas ce son, on le ressent avec le diaphragme, les os du crâne, les dents. C'est un coup physique qui fait s'assombrir la vue un instant. 200 mètres. Pour un canon de char, c'est une distance de tir au pistolet. Impossible de manquer. L'obus perforant frappe la plaque frontale du Panzer III de tête. 30 mm d'acier sémenté allemand ne peuvent arrêter le projectile soviétique à une telle distance. L'obus traverse le blindage, transformant les entrailles de la machine ennemie en un hachis d'éclats incandescents et de corps humains. La détonation des munitions est instantanée. La tourelle du char allemand, pesant plusieurs tonnes, saute comme un couvercle sur une marmite bouillante et retombe sur le côté. Une colonne de flammes grasses et noires frappe le ciel, brûlant instantanément le givre sur les branches des arbres proches. « Touché !» râle le cadet, sans quitter le viseur. « Il brûle, enfoiré !»« Ne pas se relâcher !» La voix de l'aîné couvre le bruit de la douille qui tombe. « Frappe celui de queue ! Le transport de troupes ! Explosif !» L'aîné, qui est aussi commandant et chargeur, travaille comme un automate. Les mains dans d'épaisses gants saisissent l'obus lourd et glissant de graisse depuis le râtelier sur la paroi de la tourelle. 6 kg de charge mortelle. Rotation du corps, coup de l'obus dans la culasse, le poing l'enfonce jusqu'au clic sonore. La culasse claque, coupant le bruit du combat par une épaisse plaque d'acier. « Prêt ! Je vois la cible !» Le deuxième coup part 8 secondes après le premier. C'est la note « excellent » à l'entraînement. Mais ici, dans cet enfer glacé, c'est une question de vie. L'obus vole vers la queue de la colonne. Le semi-chenillé anomag, fermant la marche, s'embrase comme une boîte d'allumettes. À l'intérieur,
Infanterie, munitions, bidons de carburant. L'explosion disperse des débris enflammés sur des dizaines de mètres. La route est bloquée des deux côtés. Le sac de feu est refermé. Les Allemands sont des professionnels. La panique ne dure que quelques secondes. Ils ne voient pas encore l'ennemi. Pour eux, les obus arrivent de nulle part. D'une meule de foin ordinaire à la lisière, poudrée de neige. Mais les instincts fonctionnent. Les conducteurs des véhicules intacts essaient de sortir de la route vers la neige vierge. L'infanterie saute du blindage, cherchant un abri dans les fossés. Mais la neige est profonde, jusqu'à la taille. Les soldats allemands dans leurs manteaux s'y enlisent, se transformant en cibles lentes et maladroites sur fond blanc. « Explosif, sur l'infanterie !» commande l'aîné. Il commence à faire chaud à l'intérieur du char. Pas à cause du chauffage, il n'y en a pas. À cause du travail de la culasse. Des douilles brûlantes qui tombent sur le sol avec un tintement métallique, encombrant l'espace sous les pieds. Les gaz de poudre, malgré le ventilateur en marche, piquent les yeux et écorchent la gorge. Un goût acide de monoxyde de carbone apparaît dans la bouche. L'adrénaline chasse le froid. La sueur coule le long du dos, sous la veste ouatée, collante et chaude. Mais pas le temps de l'essuyer. « Mitrailleuse !» hurle le tireur. Il appuie sur la détente de la mitrailleuse coaxiale DT-29. Une longue rafale laboure la neige, fauchant les buissons et les silhouettes grises qui tentent d'organiser une défense. Les traçantes dessinent des lignes de feu dans le crépuscule. L'un des chars allemands, un Panzer IV, remarque enfin les éclairs de tir dans la meule de foin. Sa tourelle commence à tourner. Mais l'hydraulique fonctionne lentement dans le froid. L'huile épaisse résiste à la pression. L'équipage soviétique les devance d'une éternité. « Perforant! Dans le flanc !» Le troisième tir du KV-1 frappe juste sous la jonction de la tourelle du char allemand. Le métal hurle en se déchirant. Le char a un soubresaut et se fige. Une fumée épaisse commence à sortir des écoutilles. Maintenant, l'ennemi les voit. Des balles et des éclats commencent à marteler le blindage du KV. C'est un son semblable à la grêle sur un toit de tôle, mais amplifié 100 fois. Dzing! Dzing! Bam! Il nous chatouille, ricane Benjamin dans son casque. Il se sent en sécurité derrière les 75 mm de front. « Commandant, je pivote un peu ? Reste droit, ne dérègle pas la visée d'Andrei. » À une distance de 200 mètres, les tapettes de 37 mm allemandes ne peuvent pas percer le blindage frontal du KV-1. Les obus ricochent simplement, ne laissant sur l'acier que des marques grises et écaillant la peinture. Pour l'équipage à l'intérieur, ces impacts résonnent comme des coups de masse sur la coque. Bruyants, désagréables, mais pas mortels. Ce sentiment d'invulnérabilité enivre. Il est plus dangereux que la vodka. Il fait oublier que les chenilles sont vulnérables, que les fentes de vision sont des trous dans la protection. « Du calme », se reprend l'aîné. « On travaille selon le plan. Andrei, ce camion bâché là-bas, il peut y avoir des munitions. Feu !» Le camion vole en éclats. L'onde de choc balaye une moto avec sidecar hors de la route. Ce n'est pas un combat, c'est un massacre. La supériorité technique du KV-1, en ce point précis de l'espace et du temps, est absolue. C'est comme si un loup entrait dans une bergerie. Mais ce loup est en fer, et ses dents sont d'artillerie. Les mains de l'aîné sont déjà noires de suie et de graisse. Il s'écorche les doigts sur le verrou du canon, mais ne sent pas la douleur. Seulement le rythme. Obus dans le canon, culasse fermée, tir, douille au sol. Obus dans le canon. C'est une chaîne de montage de la mort, et il en est le mécanisme principal. En bas, à la place du conducteur, le frère cadet serre les leviers jusqu'à s'en blanchir les jointures. C'est le plus difficile pour lui. Il ne tire pas, il attend. Sa tâche est d'arracher la machine de sa place si les Allemands amènent de l'artillerie.
Il écoute le moteur, guette chaque raté. Le diesel V2 est une bête capricieuse par ce froid, mais pour l'instant il chante régulièrement, dévorant le gazole par litre. Dehors, tout est enveloppé de fumée et de poussière de neige. 5 véhicules brûlent déjà. L'odeur de brûlé s'infiltre dans le char, se mêlant à l'odeur de sueur et d'huile d'arme. « Andrei, économise les cartouches. Les disques ne sont pas en caoutchouc !» crie le commandant en donnant un coup de pied dans une douille vide pour faire de la place. « Ils sont nombreux, Kolya. Ils avancent, les salauds. » « Qu'ils avancent. On les laissera approcher. On les fauchera à la mitrailleuse. L'essentiel, c'est de détruire la technique. » Soudain, un coup d'une autre tonalité traverse le blindage. Un grondement sourd, lourd, qui fait vibrer toute la coque. Pas un ricochet. Un obus explosif a éclaté directement sur le blindage. « Obusier !» hurle l'aîné. « Il nous arrose ! Les Allemands se sont repris !» Ils demandent le feu de leur propre artillerie directement sur la route, sans épargner les leurs. Le carré est couvert de mortiers et d'obus. L'euphorie du premier choc s'évapore instantanément. Maintenant commence la vraie guerre. Pas un stand de tir, mais de la survie. « Mécano! Courte marche arrière! On se met à l'abri derrière le pli de terrain! Vitesse !» Le char rugit, crachant des nuages de fumée bleuâtre. Les chenilles mordent dans la terre gelée, broyant la glace et la neige tassée. La machine de plusieurs tonnes recule, rampant vers l'ombre de la forêt, tandis que sur la route finissent de brûler les restes de l'arrogance allemande. Le premier round est pour eux. Ils ont gagné du temps. Mais le prix de ce temps va maintenant augmenter à chaque minute. Le froid dehors n'a pas disparu. Il attendait simplement que la fièvre du combat retombe pour poser à nouveau sa main glacée sur le blindage. Et maintenant, il va commencer à pénétrer à l'intérieur avec une force redoublée, par les trappes d'éjection des douilles ouvertes, par les fentes, par le métal qui refroidit. Le combat est fini, mais la guerre avec la nature ne fait que commencer. La riposte de l'artillerie allemande ne se fait pas attendre. Il ne tire pas au hasard, mais avec précision, corrigeant le tir d'après les traces de chenilles sur la neige. L'air autour du KV-1 se transforme en un mélange d'éclats et de terre gelée. Un lourd obus explosif d'obusier de 105 mm éclate à 1 mètre du flanc gauche. L'onde de choc frappe le train de roulement comme le marteau d'un géant. Le char tressaille, comme s'il avait heurté un mur invisible. Le fracas du métal déchiré couvre même le grondement de l'explosion. La machine pivote brusquement sur le côté et l'inertie des 47 tonnes l'entraîne en dérapage dans le fossé. « Chenille !» Le cri du frère cadet d'en bas est plein de désespoir. « La gauche est bloquée !» Le moteur rugit, essayant de faire tourner le barbotin, mais au lieu d'avancer, un écœurant grincement de métal contre métal retentit. La roue motrice broie les restes des maillons, mais il n'y a plus d'adhérence au sol. Le KV-1 s'affaisse sur le flanc gauche, incliné comme un navire touché. « Stop, machine !» commande l'aîné. « Coupe avant de déchirer la transmission !» Le diesel éternue et se tait. Le silence qui suit est assourdissant. On n'y entend qu'un bourdonnement d'oreilles et des explosions lointaines qui semblent désormais sans importance. Ils sont touchés. Le char est immobilisé. Dans les conditions d'une guerre de mouvement, c'est une condamnation. Un char immobile n'est qu'une cible très solide. « Vivant ?» demande sèchement l'aîné en se palpant. « Entier !» répond Andrei, en frottant son épaule contusionnée. « Normal !» grogne le Benjamin. « Sauf qu'on est déchaussé, Kolya. Un axe à sauter ou un maillon à casser. Par ce froid, l'acier est comme du cristal. Sortir pour réparer sous un tir de mortier est un suicide. Et remettre une chenille de 40 kilos à 3 par -30 degrés
dans la neige profonde, sans tracteur, est une mission impossible. Ils le comprennent sans un mot. Leur statut a changé. Désormais, ils ne sont plus un char de rupture. Désormais, ils sont un point de tir permanent. Une forteresse d'acier prise dans les glaces de la terre russe. La nuit tombe vite sur la forêt, comme si quelqu'un avait éteint la lumière. Avec l'obscurité vient le vrai froid. Tant que le moteur tournait et que le canon tirait, c'était supportable à l'intérieur. Le fer gardait la chaleur du gazole brûlé et de la poudre. Mais dès que les mécanismes se sont arrêtés, les lois de la thermodynamique ont repris leur droit. Le blindage, doté d'une conductivité thermique monstrueuse, a commencé à aspirer la chaleur du compartiment de combat avec l'avidité d'un vampire. La température extérieure chute à -30. À l'intérieur du char, elle tend vers le même chiffre. La respiration se transforme en nuages de vapeur épais qui se déposent en givre sur les instruments, les boulons et la culasse du canon. Les parois se couvrent d'un duvet blanc. Le char se transforme en cercueil de glace. « Ne pas démarrer le moteur », ordonne l'aîné. « Le réservoir est à moitié. Si on tourne au ralenti, on sera à sec au matin. Et on doit encore tourner la tourelle. Économiser l'électricité. Les batteries crèveront plus vite que nous par ce froid. » C'est une décision cruelle, mais la seule valable. Le carburant est le sang du char. Sans lui, la tourelle deviendra un bloc impossible à soulever qu'il faudra tourner à la main en se déchirant les muscles. Au bout d'une heure, le froid s'infiltre sous les vestes ouatées et les pelisses. Il mord les orteils, pince le nez, entrave les mouvements. Mais le plus terrible arrive aux armes. L'aîné le remarque lorsqu'il tente d'ouvrir la culasse pour vérifier le canon. La poignée est dure, comme si le mécanisme contenait non pas du métal, mais de la résine épaisse. « La graisse, jure-t-il. Elle gèle cette saleté. » La graisse d'usine dont les mécanismes du canon s'épaissit, devenant un gel visqueux. Encore quelques degrés de moins, et le percuteur ne frappera simplement pas l'amorce de l'obus. Le canon se transformera en tuyau inutile. « Il y a des chiffons ?» demande le commandant. « Quelques loques » répond le tireur. « Donne ici, et préparez vos mains. On va chauffer. » Dans la lumière terne de la lampe de secours, commence une scène surréaliste. 3 hommes adultes, emmitouflés dans des écharpes, se penchent sur la culasse du canon comme sur un camarade mourant. Ils frottent le métal froid avec des chiffons grossiers, essayant de fluidifier l'huile figée par la friction. Quand les chiffons ne suffisent plus, l'aîné retire ses moufles. « Qu'est-ce que tu fais, Kolya? Tu vas rester collé » chuchote le cadet avec effroi. « Ne m'apprends pas, souffle sur tes doigts. » Il pose ses paumes sur l'acier glacé de la culasse. La chaleur de la chair vivante se transmet au mécanisme mort. C'est un sacrifice. La peau des paumes blanchit, perdant sa sensibilité, mais la graisse à l'intérieur commence à céder. « On change » commande-t-il après une minute, cachant ses mains sous ses aisselles. Maintenant, le tireur saisit le métal froid. Les dents des 3 hommes claquent. Ce bruit, clac, 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 est le seul son dans la tourelle étroite. « Et moi, là ?» dit le frère cadet à travers le claquement de dents, essayant de sourire avec des lèvres bleuies. « J'imagine que je suis à Sotchi. C'est l'été, les galets sont chauds. »« Ouais, » renchérit le Benjamin en frottant ses genoux engourdis. « Et la mer est chaude. Plus 25. La bière fraîche. » « Oublie la bière, » coupe l'aîné, mais sans méchanceté dans la voix. « La bière va te donner froid à la gorge. » Du thé, chaud, noir, avec du sucre. Une tasse en fer si chaude qu'on ne peut pas la tenir. Ces conversations sont une réaction de défense. Le cerveau essaie de tromper le corps, suggérant des images de chaleur
pour ne pas devenir fou à cause du choc sensoriel. Le froid est omniprésent. Il pénètre les pensées, ralentit les réactions. L'envie de se mettre en boule et de fermer les yeux est forte. Juste dormir. La mort par hypothermie est douce. D'abord on a mal, puis on a chaud, puis on s'endort pour ne plus se réveiller. « Pas dormir !» aboie l'aîné, voyant les paupières du Benjamin se fermer. « Inspection des armes de poing. Sortez les armes !» Ils sortent les pistolets. Des TT pour le commandant et le tireur, un Nagant pour le mécanicien. Le métal des pistolets brûle les mains par son froid. « Armez les culasses, vérifiez le mouvement, clic-clac, clic-clac. »« L'huile est correcte ?»« C'est dur, » avoue Andreï. « Ça épaissit aussi. » Contre la poitrine, gardez-les près du corps. Le pistolet doit être chaud. Si les Fritz approchent au contact, le canon ne nous aidera pas. Ils sont assis dans l'obscurité, pressés dos à dos pour conserver les miettes de chaleur. Le char, jadis redoutable machine de percée, est devenu leur prison et leur seul espoir de salut simultanément. Les murs oppressent. Dehors, le vent hurle, jetant des poignées de neige dans les fentes de vision. On dirait que le monde entier est mort, et qu'il ne reste que 3 dans cette boîte en fer au milieu du désert de glace. « Kolia » demande doucement le Benjamin. « Et s'il rampe cette nuit ?»« On entendra » répond le commandant. La neige craque. Par ce froid, on entend les pas à 1 kilomètre. Et si les sentinelles s'endorment? Nous n'avons pas de sentinelles. Nous sommes tous des sentinelles. L'aîné regarde la culasse du canon. Le métal luit faiblement dans la pénombre. Il est prêt au combat. Tant que l'équipage donne sa chaleur à la machine les protégera. C'est en échange honnête. Une vie pour une vie. Cette nuit-là, ils ont compris la vérité principale de cette guerre. L'ennemi n'est pas seulement l'homme en manteau gris. L'ennemi, c'est la nature. Le général Hiver ne distingue pas qui a tort ou raison. Il tue tous ceux qui montrent de la faiblesse. Le KV-1 se tient immobile, couvert de neige, ressemblant à une congère de forme étrange. Mais à l'intérieur de cette congère battent 3 cœurs, et une vie couve, prête à exploser en feu au premier danger. La première nuit dans la prison de glace ne fait que commencer, et elle promet d'être plus longue que toute leur vie précédente. Les Allemands n'ont pas attaqué tout de suite. Ils ont agi plus intelligemment et plus lâchement. Ils ont commencé un feu de harcèlement méthodique et épuisant. Toutes les 15 ou 20 minutes, sans horaire précis pour empêcher toute accoutumance, une rafale de mitrailleuses frappait le blindage ou un obus de mortier éclatait à proximité. Ce son ne tuait pas, mais il empêchait le cerveau de se déconnecter. C'est une torture par le son et l'attente. À peine sombre-t-on dans une obscurité salvatrice qu'un coup de masse sur la coque vous arrache à nouveau vers la réalité glacée. Le cœur saute à la gorge à chaque fois. L'adrénaline gicle dans le sang, mais sans exutoire. Le corps tremble moins du froid que de l'empoisonnement chimique par ses propres hormones de stress. Vers 3 heures du matin, il devient clair que s'il n'invente pas un système, à l'aube, l'équipage se transformera en 3 fous au cerveau gelé. Les yeux se ferment, non seulement de fatigue, mais par réaction de défense de l'organisme. Le cerveau exige d'éteindre la conscience pour préserver l'énergie. Les paupières sont de plomb. Chaque clignement dure 1 seconde entière, puis 2. À un moment donné, tu clignes des yeux et tu rêves, et tu les rouvres à cause d'un cri ou d'un choc. « Arrêtez de piquer du nez !» La voix de l'aîné résonne comme le grincement d'une charnière rouillée. Il secoue sa torpeur et prend une décision. On lance le mode carrousel. Dormir tous ensemble, c'est la mort. Dormir un par un, on gèlera. On va tourner. Le système est simple et cruel, comme tout dans cette guerre.
Changement de position toutes les 2 heures. Numéro 1, l'observateur. Il est assis au viseur et au panorama du commandant. Sa tâche est de regarder dans la nuit jusqu'à s'en brûler les yeux, d'attraper chaque mouvement, chaque ombre. Il garde le doigt sur la détente. Il est la vie de l'équipage. Numéro 2, la bouillotte. Il descend vers la transmission ou se serre contre la culasse, essayant de conserver les restes de chaleur par son souffle et son corps. Il peut fermer les yeux, mais n'a pas le droit de sombrer dans un sommeil profond. C'est une demi-torpeur, un état limite proche du coma. Numéro 3, le réveilleur. Sa tâche est d'empêcher l'observateur de s'endormir et de contrôler le temps. Il surveille les secteurs que le premier ne voit pas et pousse, pince, tape constamment l'épaule de son camarade. Vassia, en haut, au viseur. Andrei, au pied, vers les réservoirs. Je tiens le secteur de la trappe. C'est parti. Se déplacer à l'intérieur d'un KV-1 en tenue d'hiver est une torture à part entière. Dans la boîte étroite, encombrée de râteliers d'obus, de leviers et d'angles vifs de la culasse, 3 ours en veste ouatée essaient d'échanger leur place. C'est de l'acrobatie pour paralyser. Les jambes sont engourdies. Les muscles sont saisis de crampes par le froid. Chaque coup de genou contre le métal résonne d'une douleur aiguë. Mais cette douleur est utile. Elle réveille. Le frère cadet prend la place du tireur. Il colle son front à l'appui-tête du viseur. Le caoutchouc a durci et est devenu dur comme de la pierre. Le froid de l'oculaire pénètre directement dans le globe oculaire, provoquant des larmes. Mais impossible de les essuyer. Les mains sont occupées par les volants. Dans le champ de vision, seulement un trouble noir et blanc. Neige, buissons, carcasses de machines brûlées. Et des ombres. Les ombres sont partout. Le cerveau fatigué commence à redessiner la réalité. Le cadet croit voir un buisson bouger. Quelqu'un ramper derrière une congère. « À droite, 20 !» râle-t-il. Mouvement. L'aîné est instantanément à côté, collé à la fente d'observation. « Rien, c'est le vent qui balance une branche. Ne tire pas, Vassia. Frotte tes yeux. » Ces fausses alertes épuisent plus que le combat. Tu vois un Allemand, tu es prêt à appuyer, mais ce n'est qu'un jeu de lumière et de ta psyché malade. Le sommeil est devenu l'ennemi numéro 1. Plus effrayant que les chars, plus effrayant que le gel. Il s'approche doucement, promettant chaleur et repos. Ferme les yeux une seconde, chuchote-t-il. Réchauffe-toi juste un peu. C'est un piège. À peine les yeux fermés, la tête tombe sur la poitrine et la conscience s'envole vers une isba chaude, près du poêle, vers l'odeur des piroquis. « Pas dormir !» Un coup sourd de poing dans l'épaule sort le cadet de son hallucination. Le frère aîné est debout à côté. Son visage dans la pénombre ressemble à un masque de suie et de givre. Les yeux rouges, enflammés, comme ceux d'un vampire. « Bois !» Il tend une gourde en aluminium. L'eau à l'intérieur s'est transformée en bouillie glacée. L'avaler est douloureux. Les dents font mal. La gorge se serre en spasme. Mais cette boule de glace, tombant dans l'estomac, force l'organisme à se réveiller. Changement. Andrei au viseur. Vassia en bas. Moi au contrôle. De nouveau le Tetris des corps. De nouveau les grognements, les jurons entre les dents, les coups de botte au visage. Andrei, le frère cadet, prend le poste. Il est le plus calme d'entre eux, mais même son sang-froid craque aux coutures. Il commence à se parler à lui-même, doucement, à peine audible, marmonnant des comptines d'enfants ou des caractéristiques techniques d'obus. Poids 6 kg, vitesse initiale 600, perforation 1, 2, 3, 4, 5, je vais vous chercher. La fatigue a éteint la peur.
la peur de la mort n'existe plus. Il ne reste que le réflexe. Réflexe de chargement, réflexe de visée, réflexe de respiration. Le char a cessé d'être une machine. Il est devenu une partie de leur corps. Une prothèse de glace dans laquelle ils sont enfermés. Dehors, une fusée éclairante claque. Une lumière blanche, mortuaire, inonde la clairière. Les ombres des arbres tressaillent et courent comme des vivants. Andrei a un mouvement vers la détente, mais la main de l'aîné intercepte son poignet. « Attends, c'est un test. Ne révèle pas la position tant que tu ne vois pas de cible. » Il reste assis sans respirer. La lumière de la fusée s'éteint lentement, sifflant dans la neige. Les Allemands vérifient si les Russes sont vivants dans cette boîte en fer. Répondre par un tir à chaque bruit signifie épuiser les munitions avant l'aube. Et l'aube est encore loin. Le temps a perdu son sens. La nuit s'est étirée en éternité. Il semble que le soleil ne se lèvera jamais, que le monde a toujours été et sera toujours cette boîte sombre et gelée. 4 heures du matin, le moment le plus dur, la quart de chien. L'organisme est au fond de son activité. Le cœur bat rarement, le sang est épais. C'est maintenant qu'on a envie de mourir, juste pour que cesse cette torture par le froid et la tension. « Kolya » chuchote Andrei, sans quitter le viseur. « Je ne peux pas. Je ne sens plus mes mains. »« Tu peux ?» La voix de l'aîné ne sonne plus comme un ordre, mais comme un constat. « Tu n'es pas une main. Tu es un tireur. Tourne volant. Tant que tu tournes, le sang circule. Si tu t'arrêtes, tu crèves. » Et Andrei tourne. 1 millimètre à gauche, 1 millimètre à droite. Le canon bouge à peine, sa pupille noire dans l'obscurité, scannant l'horizon. Le carrousel continue de tourner. 3 vies coulent l'une dans l'autre. Maintenant, le feu commun de la conscience qui veut tant s'éteindre sous le vent glacial de la nuit moscovite. Au matin, la situation sur la route a changé. La pression directe et insolente de la colonne motorisée allemande a fait place à une agitation prudente et visqueuse. L'ennemi est déconcerté. Selon tous les manuels tactiques de la Wehrmacht, un point de tir isolé est neutralisé en 10, maximum 15 minutes. Ici, le combat dure depuis plusieurs heures, et la densité du feu venant des Russes ne diminue pas. Des rapports paniqués volent vers l'état-major du bataillon allemand. Un Oberleutnant, couché dans la neige à 300 mètres de la meule de foin, rapporte qu'il n'y a pas simplement une embuscade devant lui. « C'est une zone fortifiée !» crie-t-il dans le combiné du téléphone de campagne, couvrant le crépitement des mitrailleuses. La route est tenue par au moins 3 chars lourds. Nous observons des éclairs multiples. Secteur de tir, 180 degrés. Ils tirent en feu croisé. Les Allemands sont tombés dans le piège de leur propre logique. Ils ne peuvent pas croire qu'un seul équipage soit capable de créer un tel déluge de feu. Dans leur vision ordonnée du monde, une telle intensité de tir signifie la présence d'au moins un peloton de chars au complet. L'air glacial et l'acoustique de la forêt d'hiver ont joué en faveur des frères. Le son du tir du canon de 76 mm, se reflétant sur les troncs gelés des arbres, se multiplie, se fragmente et arrive aux Allemands de différents côtés. L'écho transforme un seul canon en batterie d'artillerie. À l'intérieur du KV-1, dans l'air vicié et lourd, imprégné d'odeur de cordite, les frères jouent un spectacle mortel. Ils ignorent les rapports allemands, mais ont intuitivement touché ce nerf de la peur. « Kolya, ils n'avancent pas !» râle Andrei, l'œil collé au viseur. « Ils sont couchés dans les fossés, ils ne lèvent pas la tête. »« C'est parce qu'ils pensent qu'on est une horde qu'ils n'avancent pas !» grogne l'aîné. Lui qui remplit le rôle de chargeur est trempé de sueur, malgré les -30 dehors. Ses mains tremblent de tension.
90 obus, ce ne sont pas juste des chiffres. Ce sont des tonnes de fer qu'il faut déplacer à la main. On change le rythme, ne pas tirer trop souvent. Ils ont compris que s'ils tirent en continu, ils révéleront vite leur position et brûleront le canon. Il faut créer l'illusion de l'action de plusieurs machines. Andrei, écoute l'ordre. La voix de l'aîné devient dure comme du métal. On fait la bascule. Tire dans le secteur gauche. Pause de 10 secondes. Rotation de la tourelle à droite. Tire. Pause de 5 secondes. De nouveau à gauche. On les embrouille. Qu'ils pensent que ce sont des chars différents qui opèrent. Compris, hoche le tireur. Le moteur électrique de la tourelle bourdonne, tournant la construction de plusieurs tonnes. La tourelle du KV-1 glisse vers la gauche. Feu! Fracas du tir. L'obus part vers les buissons où un mouvement d'infanterie a été repéré. Stop! Commande l'aîné. On attend. 1, 2, 3. Rotation à droite, brusquement. Le moteur de commande hurle. Le canon décrit un arc. Feu! Le deuxième obus frappe la carcasse d'un blindé déjà brûlé, soulevant un nuage d'étincelles et de fumée. Pour les Allemands, cela ressemble au travail coordonné de 2 machines différentes postées sur les flancs. L'ennemi a peur de lancer une attaque frontale, pensant tomber sous un feu croisé meurtrier. Ils commencent à s'enterrer dans la neige, appelant les sapeurs et l'artillerie lourde. C'est de la pure psychologie. Un char russe, immobilisé, avec une chenille cassée, dicte ses conditions à tout un bataillon par la force de volonté de son équipage. Les cartouches de mitrailleuses s'épuisent, rapporte le Benjamin d'en bas. Il passait les disques en haut, dans la tourelle. Il en reste 10. À garder comme la prunelle de ses yeux, répond le commandant. Tire par courte rafale. 2 ou 3 balles. Imite le réglage de tir. Ne leur laisse pas comprendre qu'on est à sec. Bluff. Toute leur défense repose désormais sur un bluff grandiose et insolent. Si les Allemands savaient qu'il n'y a devant eux que 3 hommes épuisés, à court d'obus et de force, ils les écraseraient simplement par le nombre. Mais la peur des monstres russes paralyse la volonté des commandants allemands. L'aîné regarde ses mains. Les gants sont déchirés depuis longtemps. Le tissu est imprégné de mazout et de sang des jointures écorchées. Chaque fois qu'il ouvre la culasse, il surmonte la résistance de la graisse épaissie et de sa propre fatigue. Les muscles du dos brûlent. « Kolia, il lance des fumigènes !» crie le tireur. Dehors, sur la neige blanche, des nuages gris commencent à s'étendre. Les Allemands tentent de masquer leurs mouvements. Ils veulent contourner, comprend l'aîné. Ils pensent qu'il y a une ligne de défense ici. Ils cherchent les flancs. Mais nous n'avons pas de flancs. Nous sommes un point. Qu'est-ce qu'on fait? Une note d'inquiétude perce dans la voix du cadet. On tire dans la fumée, au hasard, mais rarement. Pour effrayer. André, tire plus haut, sur la cime des arbres. Pourquoi les arbres? Gaspiller des obus. Les éclats viendront d'en haut, ce sera plus effrayant. Et le bruit plus fort, qu'ils pensent qu'on a des shrapnels. Ils tirent dans les cimes des pins au-dessus de la route. L'obus explosif éclate dans les branches, faisant tomber sur l'infanterie allemande une avalanche de bois, d'échardes et de métal mortel. Les hurlements des blessés parviennent même à travers le blindage. Ce coup non conventionnel convainc définitivement les Allemands. Les Russes se sont préparés sérieusement. L'adversaire arrête ses tentatives d'avancer et se fige, attendant des renforts. Le temps. Ils ont encore gagné du temps. Chaque minute que les Allemands passent le nez dans la neige signifie que quelque part à l'arrière, on aura le temps d'amener des munitions, de déployer un hôpital ou de creuser une nouvelle tranchée. L'équipage du KV travaille désormais par pur automatisme. La conscience s'est rétrécie à un algorithme. Cible, visée, tir. Ils ont cessé de sentir le froid. Le système nerveux,
surchargé de stress, a simplement coupé les signaux de la périphérie du corps. Les pieds dans les bottes sont devenus des bûches glacées, mais cela n'inquiète plus. L'essentiel est que les mains obéissent. L'essentiel est que la culasse claque. « On les a eus, les frères !» rit soudainement le Benjamin d'un rire rauque, semblable à une toux. Ils sont assis là, les Fritz, ils tremblent. Ils pensent que c'est la forteresse de Brest, alors qu'il n'y a que nous et la ferraille. Ne porte pas la poisse, coupe l'aîné. Dès qu'ils comprendront qu'on est seuls, ils nous déchireront avec les dents. Il sait que ce jeu de cache-cache ne peut pas durer éternellement. Tôt ou tard, la patience des Allemands craquera, ou l'aviation arrivera, ou eux-mêmes n'auront plus d'obus. Mais tant que ce moment n'est pas arrivé, ils doivent maintenir l'illusion. Ils doivent être non pas 3 hommes, mais un bataillon entier. Dans l'épiscope, une ombre passe de nouveau. « À gauche, mouvement! Vue !» La tourelle repart en rotation. Le bourdonnement du moteur électrique se mêle à la respiration lourde des hommes. Le KV-1, ce fantôme d'acier, continue sa danse sur les eaux de la logique ennemie. Il change de secteur, de rythme, de tactique, créant le chaos à partir de rien. Et tant que ce chaos règne dans la tête des ennemis, Moscou, dans leur dos, gagne de précieuses secondes de vie. L'illusion du nombre est devenue leur blindage le plus fiable, plus solide que 75 mm d'acier laminé. Mais la réserve de ce blindage fond à chaque tir. 3e jour sur la ligne. Le temps s'est comprimé en un ressort tendu, où le jour ne diffère pas de la nuit. Les Allemands sont fatigués de perdre du matériel dans des tentatives stériles de percer la défense de front. Leur tactique a changé. À l'horizon, dans la brume grise du matin glacial, apparaissent de longues silhouettes prédatrices. Ce ne sont pas des chars, ce sont des 88 mm, des canons anti-aériens Flak, déployés pour le tir direct. Des tueurs de chars. Leurs obus volent à une vitesse supérieure à celle du son et transpercent le blindage comme une aiguille chauffée traverse du beurre. Le premier coup frappe la joue de la tourelle. Le son est tel que la voûte céleste elle-même semble se fendre au-dessus de leur pète. Ce n'est pas une explosion, mais un craquement sec et violent de métal qui se brise. Le KV-1, avec ses 47 tonnes, tremble jusqu'au dernier boulon. L'obus ricoche, partant dans le ciel comme une toupie hurlante. Mais l'énergie cinétique de l'impact est monstrueuse. À l'intérieur de la tourelle, des écailles de métal se détachent du blindage. Minuscules, tranchantes comme des rasoirs, elles lacèrent les visages de l'équipage. Mais le pire arrive à l'optique. L'onde de choc traversant la coque a brisé les prismes du viseur. Le verre a giclé vers l'intérieur, aveuglant le tireur. « Mes yeux !» crie Andreï en se couvrant le visage des mains. Le sang suinte à travers ses doigts sales. « Je ne vois rien! Le viseur est en miettes !» Le commandant se précipite vers le panorama. Là où il y avait auparavant une grille nette avec des échelles de distance, il n'y a plus qu'une bouillie de verre brisé et d'obscurité. Le char est aveugle. « Pas de panique !» La voix de l'aîné est glaciale, bien qu'à l'intérieur tout s'effondre. « Andreï, tu es entier? Tes yeux sont intacts ?»« Intacts. Le verre est entré dans la peau. Mais il n'y a plus de viseur, Kolya. Comment tirer? On est des taupes. » Dehors, ça tonne à nouveau. Un deuxième obus de 88 mm passe à quelques centimètres de la trappe, soufflant une chaleur sur le blindage. Les Allemands règlent leur tir. Le prochain sera dans le flanc ou sous la tourelle. Il leur reste au maximum 2 minutes à vivre. « Écoutez mon ordre !» Le frère aîné prend une décision instantanée. C'est de la folie, mais les manuels ne disent pas comment se battre en étant aveugle.
Ouvre la culasse, vite !» Pourquoi? Ne comprend pas Andrei, mais ses mains tirent déjà le levier. Le lourd coin de culasse descend. La chambre béante forme un trou noir. Regarde par le canon, comme dans une longue vue. Vise par l'âme du canon. C'est la technique du désespoir. Le tireur se colle à la culasse ouverte. À travers les 4 mètres de tubes d'acier rayés, il voit un minuscule cercle de lumière. Dans ce cercle, comme dans l'objectif d'une jumelle inversée, se profile le bouclier gris du canon anti-aérien allemand. « Je le vois, » souffle-t-il. « Plus à droite. Encore un peu. Stop. Je l'ai au centre du cercle. Tiens bon, ne respire pas. » L'aîné saisit un obus, explosif. Il faut maintenant la précision d'un chirurgien et la vitesse d'un bourreau. Écarte la tête, je charge. Coup. L'obus entre dans la chambre. Le claquement de la culasse coupe la lumière au bout du tunnel. Ils sont de nouveau dans le noir, mais l'image reste dans la mémoire du tireur. La croix du canon et le bouclier de l'ennemi. Feu! Le tir part. Le recul du canon manque d'écraser le chargeur contre la paroi arrière de la tourelle. Dans l'étroitesse, avec une telle hâte, il n'a pas eu le temps de se reculer selon le règlement. « Où est l'impact » hurle l'aîné. En bas, près des leviers, le frère cadet s'est transformé en ouïe. Il a coupé le moteur pour entendre le monde à travers le blindage. « Touchez !» crie-t-il. « J'entends des cris et de la ferraille qui tombe. On les a eus, les frères. La pièce est détruite. » Mais il est trop tôt pour se réjouir. Le deuxième canon anti-aérien, camouflé plus à gauche, ouvre un tir rapide. Les obus martèlent le sol autour du char, soulevant des fontaines de terre gelée. Les éclats tambourinent sur le blindage, arrachant les instruments extérieurs, l'antenne, le phare. Le char est sourd et aveugle, coincé dans un sac de feu. Tirer à travers le canon à chaque fois est impossible, c'est trop long. Le temps d'ouvrir, de regarder et de charger, ils seront transformés en passoires. « On passe à l'oreille !» commande l'aîné. « Vassia, tu es nos oreilles. Écoute les départs. » Désormais, leur vie dépend de l'intuition et de l'acoustique. Le frère cadet, l'oreille collée au métal froid de la coque, guette les sons des tirs. « Départ à gauche, 30 degrés !» crie-t-il, analysant l'écho. Andrei, le visage en sang, tourne le volant de la tourelle à l'aveugle. Il ne voit pas la cible. Il la sent. Au fil des jours de combat, il a tellement fusionné avec la machine qu'il sait. 3 tours de volant, c'est une rotation de tel angle. Son oreille interne fonctionne comme un gyroscope. « Stop, ici ?» demande-t-il, la main sur la détente. « Vas-y, tire au hasard, dans le blanc, comme on jette une pièce. »« Raté !» commente le Benjamin en écoutant le son de l'explosion. « Trop loin, prends plus court, 100 mètres de moi. » Andrei tourne le volant de hausse, ne se fiant qu'à la sensation musculaire du poids du canon. Il imagine la trajectoire dans sa tête, dessinant la parabole du vol de l'obus dans le vide noir de sa conscience. « Feu !» Dehors, un fracas de détonation retentit. Ils ont probablement touché les caisses d'obus. « Contact !» hurle le Benjamin. « Ça brûle! J'entends que ça pète !» C'est un duel de fantômes. Un géant aveugle contre des chasseurs invisibles. L'équipage du KV-1 viole toutes les lois de la balistique et de la logique. Il ne tire pas sur des cibles visibles, mais sur des fantômes sonores, à l'intuition, à l'instinct animal. La graisse dans les mécanismes de rotation a définitivement épaissi. La tourelle coince. Andrei doit peser de tout son corps sur le volant, le souffle coupé. Encore un peu. Allez ma belle, tourne, râle-t-il. L'aîné passe les obus en silence. Ses mains se sont transformées en pinces ensanglantées. Il ne sent plus ses doigts, seulement la lourdeur du métal. Obus, culasse, tire. Obus, culasse, tire. Les douilles roulent sur le sol, tintant à chaque mouvement du char comme des pièces dans une tirelire mortuaire.
Infanterie ! La voix du Benjamin change. J'entends des voix, proches, à droite, du côté du ravin. Tirer au canon sur l'infanterie à l'aveugle, c'est gaspiller les munitions. Mitrailleuse ! Aboie le commandant. Andrei, on éventaille, au niveau de la ceinture. Le tireur enfonce la détente de la mitrailleuse coaxiale. Les traçantes partent dans le brouillard. Il balaie avec le canon de gauche à droite, comme avec un tuyau d'arrosage, inondant de plomb la zone d'attaque supposée. « Plus à droite !» corrige le Benjamin, écoutant les cris des Allemands blessés. « Encore à droite !»« Idioles les salauds, ça veut dire que tu touches !» C'est un travail infernal. La limite physique a été franchie hier déjà. Maintenant, il travaille sur la ressource que la nature réserve pour les cas de danger mortel. Les muscles fonctionnent au glucose pur de la dégradation. Les nerfs vibrent comme des cordes tendues. Ils ne voient pas l'ennemi, mais l'ennemi sent leur rage. Les soldats allemands rampant dans la neige ne comprennent pas comment un char russe aux optiques brisées continue de riposter avec une telle précision. Ils ont l'impression que cette machine a des yeux sur chaque plaque de blindage. Ils ne savent pas que les yeux du char sont devenus 3 frères épuisés, ayant uni leurs sens en un seul circuit sensoriel. « Ça s'est calmé », chuchote le Benjamin au bout de 10 minutes. On n'entend plus que des gémissements. Ils ont reculé. Le silence retombe dans la tourelle, troublé seulement par la respiration lourde et sifflante des 3 hommes. « Andrei » appelle doucement l'aîné. « Laisse-moi voir ton visage. » Il attire son frère à lui, essuyant le sang avec un chiffon. De minuscules éclats de verre se sont plantés dans le front et les joues. Mais les yeux, Dieu merci, sont intacts. Les paupières sont enflées, mais les pupilles réagissent à la lumière. « Tu vivras », constate-t-il. « Mais il faudra tirer pareil, au toucher. » « Je suis habitué maintenant, » sourit le cadet de travers. « Je les sens avec mon dos. » Le 3e jour touche à sa fin. Le char KV-1, aveugle, blessé, couvert de suie et de cicatrices de ricochets, reste en position. Ils ont repoussé l'attaque avec une technique qui ne devrait pas exister. L'intuition a vaincu l'optique. L'esprit humain s'est avéré plus précis que les lentilles allemandes Zeiss. Mais devant eux, il y a la 4e nuit. Et elle apporte avec elle de nouvelles épreuves, encore plus terribles. À la nuit tombée, le vent a tourné. Du nord est arrivé le blizzard, dense, piquant, bourrant de neige la moindre fente et étouffant les sons. La visibilité est tombée à 0. Pour les tankistes, c'est une condamnation. Mais pour l'infanterie allemande, c'est un cadeau du destin. Maintenant, ils peuvent s'approcher au contact, sans craindre les mitrailleuses. Ils rampent, se fondant avec les congères, ombre grise sur fond blanc, s'approchant du monstre d'acier coincé sur la route. Le frère cadet, assis en bas, entend ce son le premier. Ce n'est pas le fracas d'une explosion, ni le sifflement d'une balle. C'est un son qui fait se dresser les cheveux sous le casque. Un crissement, métallique, rythmé. Le crissement des bottes cloutées allemandes sur le blindage des garde-boue. Quelqu'un marche sur leur toit. « Sur le blindage !» hurle-t-il en se cassant la voix. « Au-dessus !» À la même seconde, le canon d'une mitraillette heurte la fente de vision du mécanicien. Une rafale frappe le verre blindé, faisant jaillir des étincelles et de la poussière de pierre. « Ils sont dans l'angle mort !» Le commandant évalue instantanément la situation. Le canon et la mitrailleuse coaxiale sont inutiles. L'ennemi se trouve en dessous de l'angle de dépression de l'armement ou derrière, sur le compartiment moteur. Il couvre le char comme des fourmis sur un scarabée. Dans un instant, les bottes de grenades vont voler sous la tourelle ou des bouteilles d'essence sur les prises d'air. « Les trappes !» L'ordre sonne comme une folie.
Ouvrir les trappes au combat, c'est violer la loi principale du tankiste. Mais rester à l'intérieur d'une boîte de conserve verrouillée pendant qu'on l'ouvre de l'extérieur, c'est la mort certaine. Pistolet au combat, préparez les grenades. L'aîné arrache son tété de l'étui. La poignée, entourée de rubans adhésifs, glisse dans la moufle mouillée de sueur. Il arrache avec les dents la goupille d'une grenade F1 striée. Andrei, à mon commandement. Moi à gauche, toi à droite. Vassia, tiens l'avant avec la mitrailleuse de cap. Ils agissent par pur réflexe de bêtes traquées. La stratégie est finie. C'est une bagarre de rue. Allez! Le lourd couvercle de la trappe du commandant bascule. Un tourbillon glacé et de la neige frappe le visage. L'aîné sort à mi-corps. Juste devant lui, sur la tourelle, s'affaire un sapeur allemand, essayant de glisser une charge sous la couronne. Leurs regards se croisent une fraction de seconde. Les yeux de l'Allemand dilatés par l'horreur, la bouche tordue. Tir de tété à bout portant. Le fracas du coup de pistolet est noyé dans le hurlement du vent. L'Allemand bascule en arrière, glissant sur le blindage incliné. À droite, le pistolet d'Andrei tonne. Il tire dans l'obscurité, sur les silhouettes qui escaladent la coque. « Tiens, salaud !» râle le tireur, en jetant une grenade par-dessus bord, là où l'infanterie grouille sous les chenilles. L'explosion de la grenade à l'extérieur résonne comme un coup sourd sur le fond. Les éclats tintent sur le blindage. L'aîné pivote dans la trappe, tirant dans toutes les directions. Le tété frappe dur. Les douilles volent à l'intérieur du char, tombant sur les épaules et dans le cou. Les mains tremblent, mais les balles trouvent leur cible. Distance, 2 ou 3 mètres. Difficile de manquer. Un autre Allemand tente de sauter sur la tourelle par l'arrière. Le commandant ne voit qu'une ombre et l'éclat d'une baïonnette. Il appuie sur la détente. Clic. Raté. La culasse reste bloquée en arrière. Chargeur vide. L'Allemand lève sa crosse. Pas le temps de recharger. L'aîné, rugissant de rage, le frappe au visage avec le canon du pistolet, mettant dans le coup tout le poids de son corps et toute la fureur accumulée. Craquement d'os. L'ennemi s'effondre en bas sur le compartiment de transmission. « Vassia, il monte à gauche !» hurle-t-il dans la trappe. En bas, dans le compartiment de conduite, le frère cadet se démène comme un diable. La mitrailleuse de cap d'été se rotule à un secteur de tir limité. Il ne voit dans l'épiscope que des jambes et des manteaux qui passent. Il appuie sur la détente, arrosant de plomb la neige devant le char, empêchant quiconque d'approcher de face. Mais les ennemis sont sur le côté. Vassili sort son nagan. 7 cartouches. Il glisse le canon du revolver dans l'orifice de tir pour arme personnelle de la plaque frontale. « Prenez ça! Bouffez !» Il tire à l'aveugle, espérant toucher quelqu'un. Le barillet tourne 7 fois. Vide. D'en haut, par les trappes ouvertes, tombe de la neige et des jurons. Les frères ont transformé le toit de leur char en terrain de corps à corps. C'est du surréalisme. 47 tonnes de haute technologie de l'année 41, un canon puissant, un blindage épais, tout cela n'a plus d'importance. Le destin de l'équipage se joue avec des balles de pistolet de calibre 7,62 et de simples poings russes. « Grenade !» Le cri d'Andrei couvre le bruit du vent. Un presse-purée allemand au long manche de bois tombe sur le bord de la trappe du tireur. Elle oscille sur le bord du métal, prête à rouler à l'intérieur du compartiment de combat. 1 seconde avant l'explosion. Andrei ne réfléchit pas. Il la frappe simplement de sa main gantée, la chassant comme une mouche agaçante. La grenade vole et explose en l'air, les arrosant d'une grêle de petits éclats. L'onde de choc les sonne, les oreilles bourdonnent, comme si on avait frappé une cloche d'église. « En bas, les trappes !» commande l'aîné, en insérant un nouveau chargeur. L'infanterie a reflué. Les Allemands ne s'attendaient pas à une telle fureur. Ils pensaient que les tankistes resteraient à l'intérieur à attendre la mort.
mais ils sont sortis pour leur sauter à la gorge. L'effet psychologique est pire que les pertes. La mort noire. C'est ainsi qu'ils appellent les fusiliers marins soviétiques. Mais ces trois-là, dans leurs vestes sales, ne valent pas moi. Les lourds couvercles des trappes claquent, les verrous grincent. Le char redevient hermétique. À l'intérieur, le silence retombe, troublé seulement par une respiration lourde et sifflante. L'air est bleu de la fumée de poudre des tirs de pistolet. Les douilles roulent sur le plancher strié. Tout le monde est entier? La voix de l'aîné tremble. L'adrénaline retombe, remplacée par un grand tremblement. On dirait... Andreï palpe sa manche. La veste est déchirée par une baïonnette ou un éclat, mais il n'y a pas de sang. C'est passé près. J'ai 0 cartouche, dit doucement le cadet d'en bas. Le nagant est vide. L'aîné regarde ses mains. Les jointures sont à vif, écorchées contre un casque ou un fusil. Le pistolet est brûlant, le seul objet chaud dans cette crypte glacée. Ils reviendront, dit-il en essuyant la sueur de son front avec sa manche. Mais maintenant ils auront peur. Ils ont compris qu'on n'est pas juste de la ferraille. On mord. Cette brève et cruelle échauffourée sur le blindage a tout changé. La distance de la guerre a disparu. Si avant ils tuaient l'ennemi à 1 kilomètre en appuyant sur des boutons et des leviers, maintenant ils ont vu les yeux de ceux qu'ils tuaient. Ils ont senti l'odeur de leur peur et de leur tabac. La guerre est devenue personnelle. Le char KV-1 se tient dans l'obscurité, entouré de cadavres en Feldgrau. Il ressemble à un vieux loup blessé, encerclé par la meute, mais encore capable d'égorger quiconque s'approchera trop près. Dehors, le blizzard hurle de nouveau, recouvrant les traces de sang sur le blindage blanc. La nuit continue. 4e jour. C'est le moment où l'organisme humain commence à se dévorer lui-même. Le glycogène dans les muscles a brûlé hier. Les réserves de graisse sont épuisées par la lutte contre le froid. Maintenant, ce sont les protéines, le tissu musculaire, qui partent dans la chaudière du métabolisme. L'équipage maigrit à vue d'œil. Les visages sont émaciés, les pommettes tendues sous une peau grise et parcheminée. Les yeux se sont enfoncés dans des orbites noires, et une lueur fiévreuse, malsaine, s'y est installée. À l'intérieur du char, règne un silence terrible, vibrant. Il pèse sur les oreilles, plus fort que le fracas des explosions. Le frère aîné passe pour la 100e fois sa main gantée sur le râtelier de la paroi de la tourelle. Vide. Les attaches métalliques qui tenaient autrefois les lourds corps des obus pointent maintenant comme les côtes d'un squelette. Il se laisse glisser au sol, fouillant de ses mains dans l'obscurité sous la culasse, espérant trouver au moins une cartouche qui aurait roulé, au moins un obus oublié. Ses doigts ne rencontrent que des douilles tirées, froides et glissantes d'huile. Vide. Sa voix sonne comme un bruissement de feuilles sèches. Calibre principal, 0. C'est le point de non-retour mathématique. Le KV-1, redoutable machine de percée, maître du champ de bataille, s'est transformé en 47 tonnes de ferraille désarmée. Les 76 mm du canon F-32 ne sont plus qu'un tuyau d'acier inutile. Ils peuvent effrayer, mais ne peuvent plus tuer. Il ne reste que les mitrailleuses d'été. Mais contre le blindage d'un char, elles sont aussi utiles que des poids contre un mur. Andreï, le tireur, est assis au viseur, sans quitter l'oculaire. Ses mains reposent sur les volants, mais ses doigts ne bougent plus. Ils sont noirs. Une gelure au 3e degré s'est glissée inaperçue sous le masque de la fatigue générale. Nécrose des tissus. Il regarde ses mains et ne les reconnaît pas. Ce sont des morceaux de bois étrangers, carbonisés, attachés aux manches de sa veste. Il n'y a pas de douleur. Les terminaisons nerveuses sont mortes. « Kolya » appelle-t-il doucement. « Maman fait des pirochki. Au chou. »« Quoi » L'aîné sursaute,
émergeant de sa semi-inconscience. « Ça sent bon », sourit Andreï, de ses lèvres gercées. « Tu entends ? La pâte lève, et le poêle crépite. Il fait chaud. » Les hallucinations sont venues pour tous. Le cerveau, privé de sommeil et de nourriture, empoisonné par le monoxyde de carbone et les fumées de poudre, a commencé à projeter des images du passé directement sur la rétine. Le Benjamin, en bas, dans le compartiment de conduite, a l'impression de conduire un tracteur dans un champ printanier. Les leviers sont chauds, le soleil lui chauffe le dos, et au lieu de la neige vierge, une terre noire et grasse s'étend devant lui. Il commence même à fredonner quelque chose, se balançant au rythme d'une musique inexistante. « Vassia, réveille-toi !» Le cri du commandant à travers l'interphone perce le brouillard. « Rapport, où en est le carburant ?»« Hein ?» Le cadet cligne des yeux. Le champ printanier disparaît. L'étroitesse glacée de la coque blindée revient. Carburant. L'aiguille est couchée. Il reste peut-être 10 litres qui clapotent au fond. Pour un seul élan. Les Allemands ont compris que la bête a perdu ses dents. Les professionnels de l'autre côté du front savent compter. Ils ont remarqué que le char russe a cessé de riposter au canon. Depuis 1 heure, il se tait, ne répondant que par de courtes rafales de mitrailleuses aux provocations directes. Ils savent, constate l'aîné en regardant dans l'épiscope. Il voit qu'on est vide. De la forêt, avec assurance et sans se cacher, rampent 3 chars allemands Panzer IV. Silhouette carrée, anguleuse sur le fond de neige grise, ils ne tirent pas, ils vont au contact. Lentement, comme des bourreaux qui savent que la victime n'ira nulle part. Ils vont à l'abordage, comprend Andreï. Sa voix est calme, détachée. Ils veulent juste nous pousser de la route ou nous retourner. Ils économisent les obus, les salauds. C'est l'insulte suprême. L'ennemi a cessé de les percevoir comme une menace. L'ennemi voit en eux un simple obstacle, un tas de ferrailles qu'il faut pousser au bulldozer. Les commandants allemands ont ouvert leurs trappes, regardant dehors. Ils veulent voir le triomphe de leurs propres yeux. La distance diminue. 300 mètres. 200. À l'intérieur du KV-1 règne une lourde atmosphère d'adieu. Pas besoin de mots. Ils comprennent tous. Ils ont fait plus qu'ils ne pouvaient. Ils ont tenu un régiment pendant 4 jours. Ils ont brûlé l'équivalent d'une compagnie de matériel. Mais la physique est implacable. Quand les obus finissent, la guerre finit. Ou pas. Vassia, la voix de l'aîné devient ferme, comme cet acier dont est soudé leur char. Tu as dit du gazole pour un élan ? Affirmatif. Assez pour faire demi-tour ? Si on a de la chance, si l'embrayage n'est pas gelé. Écoute la mission. Nous ne sommes pas une cible. Nous sommes un projectile. Un projectile à part entière. 47 tonnes. Tu comprends ? Je comprends, répond le cadet. Dans sa voix s'éveille une détermination méchante et joyeuse. On va le faire. L'aîné regarde Andreï. Celui-ci hoche la tête, caressant de ses doigts noirs la culasse du canon. La commande électrique est morte, dit le commandant. La tourelle coince. On va tourner à la main. Andreï, pèse dessus. Je vais aider. Il faut les prendre de front. Ils pèsent tous deux sur le volant de rotation de la tourelle. Les muscles semblent prêts à se déchirer sous la tension. Le grincement du mécanisme se mêle au râle des hommes. Centimètre par centimètre, la lourde tourelle tourne à la rencontre du char allemand. Encore un peu. Vas-y, ma belle. La douleur dans les mains gelées est infernale, mais c'est elle qui ramène la raison. Les hallucinations ont disparu. Il ne reste que la colère. Une rage froide, cristalline, de gens acculés, mais qui refusent de se rendre. Le Panzer IV approche à 50 mètres. Il arrive droit de face, prenant de la vitesse pour jeter le KV du talus d'un coup de coque.
Le mécanicien allemand est sûr de lui. Il voit une masse immobile et silencieuse. « Maintenant, Vassia. »« Attends, » chuchote l'aîné en regardant par la fente. « Laisse-le approcher. Laisse-le croire. » La main du cadet se pose sur le levier de l'embrayage principal. Le pied est suspendu au-dessus de la pédale d'accélérateur. Le cœur bat quelque part dans la gorge, comptant les derniers coups. « Vas-y !» Le cadet écrase la pédale au plancher et relâche brusquement l'embrayage. Le diesel V2, refroidi, à moitié mort, rugit soudain comme une bête blessée. Des échappements jaillissent un nuage de fumée noire et grasse. Les chenilles, en claquant, mordent dans la glace. Le KV1 bondit. C'est le saut d'un hippopotame. Lourd, maladroit, mais inéluctable. L'Allemand ne s'y attendait pas. Il voit le bunker, mort, s'animer soudain et se ruer à sa rencontre. Pas le temps de manœuvrer. Choc. Deux machines s'affrontent, front contre front. Le bruit de l'impact est terrifiant. Grincement d'acier, tintement de blindage qui cède, hurlement du métal. Mais on ne trompe pas la physique. Le KV1 pèse 47 tonnes. Le Panzer IV allemand, 22 tonnes. Le char soviétique, utilisant l'inertie et la masse, écrase simplement l'avant de la machine allemande. Le choc est d'une telle force que l'équipage à l'intérieur est projeté contre le blindage. L'aîné se fracasse le front sur le viseur. Le sang inonde ses yeux. Mais il sent la coque du KV continuer son mouvement, écrasant l'ennemi sous elle, l'enfonçant dans la neige, brisant la suspension et les galets. « Pousse, Vassia, pousse !» hurle-t-il. Le char rampe en avant, rugissant et grinçant, transformant la technique allemande en un tas de ferraille tordues. Ce n'est plus un duel d'artillerie, c'est une bagarre au couteau, où le poids de la machine de guerre sert de lame. Le char allemand s'incline et, perdant l'équilibre, bascule dans le fossé, se retournant chenille en l'air. Le KV1 se fige au bord du talus, enveloppé de vapeur et de fumée. Le moteur éternue une dernière fois et cale. Cette fois pour toujours. Le carburant est fini. À l'intérieur, retombe un silence de mort. « Vivant !» râle l'aîné en essuyant le sang de son visage. « Vivant !» répond Andreï. « Tu en as de ces idées, Kolia, comme des quilles. »« C'était le dernier argument, » dit le cadet d'en bas. Sa voix tremble. « C'est fini. Maintenant on est vraiment vide. Et sec. » Ils ont fait l'impossible. Ils ont arrêté l'attaque sans avoir un seul obus. Ils ont utilisé le char lui-même comme arme de la dernière chance. Mais maintenant, ils restent totalement seuls, sans mouvement, sans feu, dans une machine qui refroidit, au milieu de l'encerclement ennemi. Et devant eux, la nuit. La dernière nuit de leur guerre. Le choc a été d'une telle force que le monde à l'intérieur du char s'est brisé en fragments. Le son du métal écrasé a dépassé les limites de la perception auditive pour devenir une simple douleur dans les tempes. Le KV1, ayant perdu sa motricité mais conservé l'inertie de ses 47 tonnes, a percuté le 4 allemand comme un brise-glace dans un glaçon. Mais la physique de la guerre est cruelle. L'énergie cinétique n'a pas suffi à tuer l'ennemi instantanément. Le char allemand, grinçant de ses chenilles arrachées, s'est incliné, a été rejeté vers le bord du talus, mais ne s'est pas retourné définitivement. Il est resté coincé, accroché au sol par les restes de son train de roulement. À l'intérieur de la machine soviétique, c'est le noir. L'éclairage de secours s'est éteint. Le diesel est muet. Le système de carburant est sec jusqu'à la dernière goutte. Le silence n'est troublé que par le sifflement de l'air comprimé percé et un râle lourd et bouillonnant. Le frère cadet, Vassili, est couché sur les leviers. Sa poitrine a heurté le volant de l'embrayage.
Il est inconscient, mais vivant. Le mécanicien l'entend avaler l'air avidement. Andreï, le tireur, pend au sangle de son siège. Son visage s'est transformé en un masque de sang et de suie. Il ne bouge pas. Le frère aîné, chef de char, reprend conscience le premier. Un tocsin résonne dans sa tête. Il essaie de bouger le cou, une douleur aiguë traverse sa colonne vertébrale. Mais l'instinct de survie, forgé par 4 jours de combat ininterrompus, fonctionne plus vite que la raison. Il regarde dans l'épiscope brisé. Ce qu'il voit glace le sang dans les veines, même par -30. Le char allemand est vivant. Son moteur a calé, mais la tourelle de l'ennemi tourne lentement, par à-coups, vers le KV. Le tireur allemand a visiblement survécu et tourne maintenant le volant, essayant de pointer le canon court de 75 mm directement dans le flanc du char soviétique. Distance 0. La bouche du canon allemand est à 1 mètre du blindage. Un tir à bout portant, même explosif, défoncera le flanc ou provoquera une telle détonation que l'équipage du KV sera transformé en gelée. « Non !» râle l'aîné. Le son de sa propre voix lui semble étranger. « Tu ne nous auras pas. » Il faut tourner sa propre tourelle. Il faut utiliser le long tube du canon F-32 comme une massue, comme une barrière, pour bloquer la rotation de la tourelle allemande, coincer leurs canons, les empêcher de tirer. Il se rue vers la gâchette électrique de rotation de la tourelle. Appuie sur le bouton. Silence. Les batteries sont mortes hier. La génératrice est morte. Pas d'électricité. Il ne reste que la mécanique. Le volant en ébonite noire de la commande manuelle, luisant de froid. Le commandant saisit la poignée à 2 mains. Le bras gauche n'obéit pas. L'épaule a été démise lors du choc. Il rugit et tire le volant vers lui. La lourde tourelle du KV, pesant des tonnes, équilibrée pour la commande électrique, demande en mode manuel des efforts surhumains. Le mécanisme, épaissi par le gel, résiste comme un être vivant. Les engrenages de la couronne craquent, broyant la poussière de glace. Un tour. Le canon bouge d'1 millimètre. Deuxième tour. Le canon allemand tourne plus vite. Là-bas, à l'intérieur de la machine ennemie, quelqu'un tourne aussi un volant, sauvant sa vie. C'est une course de mécaniciens, une course de muscles contre des engrenages. « Andreï !» appelle l'aîné, s'arc-boutant les pieds au sol pour faire levier. « Aide-moi !» Mais le tireur se tait. Le commandant reste seul. Seul face à 47 tonnes d'acier mort. Il commence à tourner le volant, mettant dans chaque mouvement le poids de son corps. Au bas, au bas. Le souffle se coupe immédiatement. Les poumons, brûlés par l'air glacial, sont en feu. Le cœur ne bat plus dans la poitrine, mais quelque part dans la gorge, essayant de s'échapper. La vue s'assombrit. Des cercles rouges flottent devant le regard. Ce sont les capillaires qui éclatent sous la surtension. Encore un peu, pulse la pensée. Il sent les fibres musculaires se déchirer dans son dos. Le bruit des tendons qui craquent résonne à l'intérieur du crâne. La douleur devient absolue. Elle remplit tout l'espace du char, chassant le froid et la peur. Mais impossible de s'arrêter. S'ils s'arrêtent, ils mourront, tous les 3. Et la route sera ouverte. Le canon allemand regarde déjà la jonction de la tourelle et de la coque. Encore quelques degrés, et c'est le tir. L'aîné se met à crier. Ce n'est pas un cri de guerre. C'est le râle d'un animal mourant qui fait un dernier effort. Il s'affaisse sur la poignée de sa poitrine, arrachant la peau, cassant les ongles. Il devient une partie de la transmission. Il devient le moteur de cette tourelle. Un élan. Encore un élan.
Le canon massif soviétique, long et lourd, frappe le canon de l'arme allemande. Le choc du métal contre le métal sonne comme un glas funèbre. Le canon du KV-1, tel une barre à mine, s'engage avec le canon allemand, le coinçant. La tourelle allemande s'arrête. L'ennemi ne peut plus pointer. L'ennemi ne peut plus tirer. La bouche du canon allemand bute contre le masque du canon du KV. « C'est fait !» souffle l'aîné, et il glisse le long de la paroi de la tourelle jusqu'au sol. Ses bras pendent comme des cordes. Il ne les sent plus. Les doigts sont saisis d'une crampe si forte qu'il ressemble aux racines tordues d'un arbre. Il ne peut plus serrer le poing. Il a donné toute sa force, toute l'énergie accumulée en 30 ans de vie pour ces 20 secondes de rotation du volant. Mais l'affaire n'est pas finie. Les chars sont accrochés par les canons, comme deux cerfs par les bois. Le Panzer IV, ayant perdu la possibilité de tirer, tente de reculer pour rompre le corps à corps. Ses chenilles rugissent, faisant jaillir des étincelles des pierres du talus. Le KV-1 oscille. Si l'Allemand se dégage, il les fusillera à distance. « Tiens !» chuchote le commandant. Il essaie de se lever, mais ses jambes refusent. Et là se produit ce qui est au-delà des caractéristiques techniques. La masse. Le KV-1, mort, froid, immobilisé, pèse simplement de tout son poids sur l'ennemi. Sous le poids de 47 tonnes et la pression des canons coincés, le char allemand, posé au bord du fossé glacé, perd son point d'appui. Le sol sous la chenille de l'Allemand s'effondre. Lentement, comme au ralenti, la machine ennemie commence à basculer sur le côté. Le grincement du métal devient insupportable. Les canons se décrochent dans un hurlement. Le Panzer IV s'effondre dans le fossé, se retournant chenille en l'air. Le choc au fond du ravin secoue la terre. Le KV-1 reste debout sur la route. Il surplombe l'ennemi vaincu comme un monument de granit. Son canon, rayé, à la peinture écaillée, regarde vers le bas, dans le trou où finit de brûler la technique allemande. L'aîné est couché sur le sol du compartiment de combat, regardant le plafond. À travers la trappe ouverte, arrachée de ses gonds lors de l'abordage, la neige tombe. De gros flocons blancs se posent sur son visage sans fondre. La chaleur du corps ne suffit plus à les faire fondre. « Kolia !» résonne la voix basse et faible d'Andrei. « Vivant !» répond le commandant du bout des lèvres. « On les a eus. On les a eus. Et la route ? Fermée. Le KV-1 s'est mis en travers de l'unique artère menant à Volokolamsk. À gauche, le marais. À droite, un ravin abrupt où gît l'Allemand retourné. Impossible de contourner. Bouger 47 tonnes sans tracteur, impossible. Faire sauter, il faut du temps et des sapeurs. Ils ont accompli la mission. Pas par un feu héroïque, pas par une manœuvre stratégique, mais par la force physique brute et le sacrifice de soi. Le frère aîné sent le froid pénétrer à l'intérieur, gelant la sueur sur son dos. Le cœur bat rarement, avec des ratés. Boum, pause, boum. La ressource est épuisée. L'organisme a franchi la ligne de non-retour. Il regarde ses mains. Elles tremblent d'un petit tremblement désagréable. Il essaie de serrer le poing, mais les doigts n'obéissent pas. Il a déchiré ses muscles. Il s'est brûlé lui-même pour tourner ce maudit volant. C'est une victoire silencieuse, terrible, de la volonté sur le métal. Le char est mort, mais l'équipage l'a forcé à accomplir une dernière action après sa mort. D'en bas parvient un gémissement de Vassili. « Boire ?» demande le mécanicien. L'aîné essaie d'atteindre la gourde, mais ne peut pas. Il n'a même plus de force pour ça. « Tiens bon, frérot », chuchote-t-il. « Bientôt on se reposera. »
Il ferme les yeux. L'obscurité est douce et chaude. Elle ne sent pas le gazole et le brûlé, mais la maison, le pain, le lait frais. La douleur dans les bras s'apaise, se dissolvant dans l'anabiose qui vient. 3 hommes dans une boîte en fer commencent à geler lentement, ayant fait leur devoir jusqu'au bout. La route de Moscou est fermée. Le bouchon est scellé à mort. Le matin du 5e jour arrive non pas avec le lever du soleil, mais avec un changement dans la densité du gris. Le blizzard s'est calmé. Le vent qui a tourmenté le métal et la chair pendant 4 jours est parti vers l'est, laissant derrière lui un silence parfait, mortel. Le paysage a changé jusqu'à devenir méconnaissable. Ce qui était une route ressemble maintenant à une décharge de ferraille, saupoudrée de sucre glace. Les carcasses noires des chars allemands, des transports de troupes et des camions pointent des congères comme des dents pourries. Dans ce désert de glace, où la température s'est figée à moins 32 degrés, un mouvement apparaît. Ce ne sont pas des Allemands. C'est un bataillon de skieurs sibériens passé à la contre-offensive. Ils avancent sans bruit, fantômes blancs sur la neige blanche, prêts au combat. Mais il n'y a personne sur qui tirer. L'ennemi est détruit ou repoussé. L'avant-garde s'arrête près du talus. Les combattants baissent leurs fusils. Ils voient un tableau qui ne cadre pas avec les règlements et la logique de la guerre. En travers de la route, surplombant le fossé, se dresse une énorme congère de forme étrange, géométriquement incorrecte. De la neige ne dépasse que la bouche du canon, couverte de givre, et un morceau de chenille déchiré. C'est le KV-1. Il se tient là comme un monument à lui-même. À côté, dans le ravin, gît le Panzer IV retourné, écrasé par la masse du géant soviétique. Un peu plus loin, fument encore 2 chars. Sur toute la route sont éparpillées des douilles, des milliers de cylindres de laiton qui sont maintenant pris dans la glace, créant une mosaïque macabre du combat. « Commandant, regarde !» dit à voix basse l'un des skieurs en montrant la tourelle. Le lieutenant s'approche. Il voit la trappe ouverte, arrachée de ses gonds. À l'intérieur, l'obscurité. Aucune chaleur ne s'échappe du char. Le métal a refroidi à la température de l'air ambiant. « Vide, sûrement, » dit le lieutenant. « L'équipage est parti ou... » Il ne finit pas. Il grimpe sur le blindage, glissant d'huile et de sang gelé. Les bottes cognent sourdement sur la coque. Ce bruit semble sacrilège dans un tel silence. Le lieutenant regarde à l'intérieur. D'abord, il ne voit rien que l'obscurité. Puis les yeux s'habituent. Dans le compartiment de combat sont assises 3 figures. Elles sont immobiles. Leurs vêtements, vestes ouatées et combinaisons, se sont transformés en carapaces de glace. Les visages sont couverts d'une croûte de suie, d'huile et de givre. Les cils sont collés par la respiration gelée. Ils ne ressemblent pas à des hommes, mais à des mannequins oubliés dans un entrepôt. L'aîné est assis par terre, le dos appuyé contre le râtelier. Ses mains reposent sur ses genoux, les doigts tordus dans une pose non naturelle, comme s'il tenait encore un volant invisible. « Un infirmier! Ici! Vite !» crie le lieutenant. Sa voix part dans les aigus. Il saute à l'intérieur, sur le sol jonché de douilles. Il règne une odeur lourde, mélange de gazole brûlé, de cordite et de l'odeur douceâtre de la chair gelée. Le lieutenant saisit l'aîné par l'épaule, essayant de le secouer. Le corps est dur comme du bois. « Les gars! Hé! Vous m'entendez ?» Aucune réaction. L'infirmier accourt, arrache sa sacoche. Il pose ses doigts sur l'artère carotide du commandant. 1 seconde, 2, 5. « Il y a
souffle-t-il, faible, filiforme. Mais il y a. Ils sont en hypothermie profonde. Ils gèlent. De l'alcool, vite! L'infirmier sort une flaque, arrache le bouchon avec les dents. Il écarte de force les lèvres noires et gercées de l'aîné et verse le liquide brûlant. Le tankiste tousse. Le corps est secoué d'un spasme. Les paupières, couvertes de givre, tressaillent et se soulèvent lentement, avec peine. Les yeux. Il n'y a rien d'humain en eux. Ce sont les yeux d'un homme qui a déjà franchi la ligne et est revenu. Il y a le vide et une fatigue froide, infinie. Il regarde le lieutenant, mais ne le voit pas. La mise au point flotte. Les nôtres? Le son est à peine audible. Ce n'est pas une voix, mais un bruissement. Les lèvres ne bougent pas. Le son vient du larynx. Les nôtres peut pas. Les nôtres. Le lieutenant, un jeune gars de 20 ans, sent soudain une boule monter dans sa gorge. Nos renforts sont là. On a chassé l'Allemand. La route, chuchote l'aîné. On a tenu. Je sais, je vois. Tenez bon, on va vous sortir. Là, les frères, la tête du tankiste tombe sur sa poitrine. La conscience s'échappe de nouveau. L'évacuation de l'équipage se transforme en une opération des plus complexes. Les corps des tankistes se sont figés dans les poses où le froid les a saisis. Les muscles sont en état de rigidité cadavérique de leur vivant. Pour sortir le cadet mécanicien-conducteur, il faut littéralement arracher ses mains des leviers. La peau a gelé sur le métal. Les infirmiers coupent les vestes ouatées, arrosent les mains d'alcool pour libérer la chair vivante de l'emprise du fer. On les porte dans les bras, comme des enfants. 3 corps noircis, épuisés. Le poids de chacun ne dépasse pas 50 kilos. La guerre a bu tout leur jus, brûlé la graisse et les muscles, ne laissant qu'un squelette tendu de peau et cette volonté de fer qui n'a pas laissé le cœur s'arrêter. Le commandant du régiment, un colonel aux épaisses moustaches grises, marche le long de la route, comptant les pertes ennemies. Il replie ses doigts. Un Panzer III, 2 transports de troupes, des camions de munitions, des canons anti-aériens, écrasés par les chenilles. Un Panzer IV dans le fossé. Au total, il compte 17 unités techniques. 17. Il s'arrête près du KV-1, examine le char. Le blindage est constellé de marques d'obus et de balles. Pas un endroit intact. Les galets sont brisés, le canon est coincé dans une position anormale après l'abordage. « Qui était ici ?» demande-t-il au lieutenant. « Un peloton? Une compagnie ?»« Non, camarade colonel. » Le lieutenant fait un signe de tête vers les brancards qu'on emporte vers les véhicules sanitaires. Un seul équipage, 3 hommes, des frères. Le colonel retire sa chapka. Le gel mord son crâne chauve, mais il ne le remarque pas. Il regarde le camion qui s'éloigne. « Impossible, » dit-il doucement. « Selon tous les calculs, c'est impossible. L'homme est fait de viande. Et là, à l'hôpital de campagne, les médecins se sont battus pour leurs doigts et leur vie. Ils ont survécu. L'organisme, acculé, a enclenché des mécanismes de régénération anciens, primaires. Mais la guerre ne s'est pas terminée pour eux ce jour-là. Elle est restée en eux pour toujours. Dans leur regard, dans leur silence, dans la façon dont ils regardaient la neige. La rumeur de l'équipage immortel s'est répandue sur le front plus vite que les communiqués du bureau d'information. Les soldats dans les tranchées se transmettaient cette histoire de bouche à oreille, l'enrichissant de détails, transformant le combat réel en légende. On disait que le char était guidé par des esprits. On disait que l'équipage s'était soudé au blindage pour ne pas partir. On disait qu'ils avaient 3 visages, mais un seul cœur pour 3.
La création de mythes est une réaction de défense de la psyché. Les gens ont besoin de croire qu'il y a quelqu'un de plus fort que la mort. Mais la réalité était plus simple et plus terrible. Pas de mystique, pas de super-pouvoir, juste 3 hommes russes, juste un ordre, juste la compréhension que derrière leur dos, ce n'est pas simplement un point géographique sur la carte, mais Moscou. Et s'ils reculent, s'ils s'autorisent à fermer les yeux et à dormir, alors demain cette ville pourrait ne plus exister. Le KV-1 est resté debout sur cette ligne jusqu'au printemps. On n'a pas pu le bouger tout de suite, trop lourd, profondément enraciné dans la terre. Il est devenu un repère. Au char mort, à droite. Derrière le char des frères, à gauche. Les soldats passant vers l'ouest déposaient sur le blindage des cigarettes ou des morceaux de pain. Comme un hommage. Comme une offrande au dieu de la guerre qui a épargné les 3 hommes pour montrer aux autres la limite des possibilités humaines n'existe pas. La fin de cette histoire, ce ne sont pas les ordres et les médailles, bien qu'il y en ait eu. La fin, c'est le bruit sourd des roues d'un train sanitaire emmenant les 3 frères vers l'arrière. Ils sont couchés sur les couchettes, couverts de couvertures chaudes. Dans le wagon, il fait chaud. Ça sent le thé et le phénol. André tourne la tête vers l'aîné. « Kolia » chuchote-t-il. « On dort ?» Le frère aîné regarde par la fenêtre où défilent les forêts enneigées de la région de Moscou. Les forêts qu'ils ont défendues. « On dort, André. Maintenant, on dort. » Le train part dans le brouillard, emportant ceux qui, avec leur peau, leurs nerfs et leur sang, ont arrêté le poing d'acier de la Wehrmacht. Ils ont gagné du temps, la ressource la plus précieuse de l'univers. Et ce temps travaillait désormais pour la victoire.